Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour cette nouvelle édition virtuelle du Salon des écrivains bretons, Lire la Bretagne. Nous sommes en compagnie de Didier Sébilot, auteur et poète, ainsi que Jean-Simon Mahé, co-organisateur du salon, mais aussi président de la Fédération de l'Amicale des Bretons. Bonjour Jean-Simon. Bonjour Alors, Sylvain. d'habitude, on se voit dans la salle des fêtes du 14e, où tu es là avec tes livres, et on a contact avec tous ceux qui viennent au salon et avec qui tu peux parler, et aussi leur céder tes livres. Et bien là, cette année, ce n'est pas pareil, puisque c'est par le biais de la visioconférence et par où ceux qui veulent suivre le salon, ils le font sur l'écran de leur portable ou de leur ordinateur. Eh bien, écoute, on va faire sous cette nouvelle méthode, puisque c'est comme ça que ça doit être fait. Alors, tu affectionnes particulièrement le cheval. Oui, Pourquoi? je suis à cheval tous les matins. Et pourquoi? C'est une vieille histoire. Je me souviens que quand on était en 6e ou 5e, on nous demandait de faire un bout de rédaction déjà à l'époque. Quel est votre plus vieux souvenir? Mon plus vieux souvenir, c'était d'être monté sur le cheval de trait du voisin de mes grands-parents, le père Ruteau, qui avait une jument qui arrivait toute avec ses bricoles et ses colliers et autres ustensiles de trait. Et il s'est arrêté devant chez mon grand-père et on a mis les 3 enfants sur le dos de la jument. Et moi, j'ai pas pleuré, mes frères avaient pleuré. Ils avaient eu peur. Voilà pourquoi, je sais pas, c'est une vieille relation avec les animaux. Quels sont les ouvrages donc récents que tu as écrits et publiés, puisque tu es toi-même l'éditeur? Et pourquoi tu t'es mis toi-même éditeur? En fait, écrire, c'est une vieille maladie qui date du lycée. Je faisais des dissertations, je mettais 25 pages, je faisais 20 à 25 fautes par page, mais je sais pas, la plume y allait. Et puis, après, Mathieu, Paspé, une grande école, j'avais plus beaucoup de temps pour ça. Et vers les 30 ans, il m'est venu tous les matins, en pleine puissance, je ne pouvais faire absolument rien d'autre. Il me venait un poème tous les matins. Et c'était d'une extrême urgence, il fallait absolument que je les écrive. C'était un peu étrange pour moi parce que j'avais bossé mes études, je passais mes examens, très, très sérieux, très bosseur, très... Et puis il me vient cette sorte de prurite incontrôlée et qui ne s'est jamais arrêtée. Quels sont les livres récents que tu as écrits et publiés? Oui, en fait, les deux premiers sont ceux qui me valent l'honneur d'être parmi vous, parce que c'était des livres sur Ouessant, Blood Hill et les sonnets de Ouessant. Alors, le sonnet de Ouessant, c'est une trentaine de sonnets, mais les 2 poèmes d'introduction, si je puis dire, ce ne sont pas des sonnets, hein, ce sont des poésies assez longues. Un sonnet, c'est une forme ABBA, BBA, CCD, EED. Là, c'était un poème avec, je ne sais plus, 5, 6, 10 strophes. Donc, ce n'est pas un sonnet, c'est un poème. D'accord. Donc tu fais la lecture, Lucilia, vas-y. Oui. J'ai vu l'agneau tout blanc, la tête sous sa mère, l'oisillon affamé gobant un ver de terre, la maman cormoran appelant ses poussins, refoulé par le flux parmi les riverains, le goéland braillard et son cri gluttural lorsque le vent expire et que l'orage râle, la houle ou le clapot, les vagues en rouleau, la tempête terrible engloutir les bateaux. J'ai vu, bavant la rouille, abandonner des hommes, la coque d'un vaisseau qui ne parle à personne, la fleur résistante s'agripper aux rochers et le caillou rouler dans le flot des années. Les nuages se tordre au gré des vents d'ouest,
pour sculpter dans le ciel des monstres qui protestent. Un lit d'herbe épaisse s'enfonçait sous mes pieds, l'odeur de la bruyère embaume l'air d'été. La côte y fait penser au chaos primitif, ces magmas de pierres en tas aux angles vifs. La vague obstinée que la roche ébrouiffe, les courants sinueux élançant les récifs, beaux comme la sirène au chant inoffensif. Tout l'océan retient notre regard captif, étalé sur les prés. Le tiers goémon sèche et la grande marée en bon temps pour la pêche. J'ai vu la croix de roc debout sur la falaise, la lente procession priante et mal à l'aise. J'ai vu peint en orage un canot de sauvetage disparaître sous l'eau, pas très loin du rivage. La corne de brume, lugubre comme l'ombre, quand les volets sont clos, avertis du temps sombre, elle appelle les morts du plus profond des ondes, vomis par l'océan, on les replonge en tombe. Alors, merci Cilia d'avoir lu un texte de Didier. Comment tu vends tes livres, en fait? En fait, j'ai deux façons de les vendre, enfin deux, trois, mais enfin deux principalement. L'une par mon réseau, je connais beaucoup de monde, j'envoie des courriels et les gens en achètent. Et puis, j'invite, je viens une sorte d'événement annuel que, comme le vôtre, je devais probablement reporter encore cette année à cause de la Covid, mais je fais les goûters du grand large dans mon jardin et les gens m'achètent des livres fort aimablement. Au mois de juin, pour aller dans ton jardin? Ben, je sais pas, j'espère. Ben, moi aussi. J'espère. Mais sinon, la principale source de vente, c'est que je vais dans les salons, notamment le vôtre, et puis sinon au salon du livre insulaire de Ouessant, qui dure lui 3 jours et où je vends beaucoup de livres. Mais sinon, toute bonne librairie peut me retrouver parmi les libraires, enfin, et me commander des livres. J'en ai déjà eu en commande. Et principalement, si vous allez sur mon site, legrandlarge.fr, vous allez trouver les livres et puis vous m'envoyez une lettre et je vous renvoie avec un chèque et je renvoie le livre. Voilà. Mais également, il y en a un qui est très original et c'est Les Chassières et qui est en vente sur Numilog. C'est donc un livre numérisé qu'on peut acquérir, et notamment des sonnets d'Ouessant. Sur mon site, quelqu'un m'a acheté les sonnets d'Ouessant qu'on peut télécharger, dont Cilia vient de lire le premier poème introductif qui fait une sorte de table des matières de ce qui sera développé dans la suite du livre sous forme de sonnet. Et je l'ai mis il y a quelques années et j'en ai vendu un. Par Internet. Par Internet. Mais les autres. Oui, mais c'était magnifique. Mais c'était magnifique. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'était magnifique parce que c'était le titulaire de la chaire de lettres modernes de la faculté d'Aix-Marseille et qui a fait sa thèse sur les sonnets et qui avait donc repéré ce texte et qui l'a acheté par Internet et qui a fait dessus un article absolument dithyrambique. C'est très émouvant. Quand Cilia lit un de mes poèmes, c'est très émouvant à entendre. Je suis toujours un peu troublé de voir les autres me lire. Mais en plus, ce professeur d'université de lettres modernes qui a fait un article comme ça, j'étais waouh. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce que je viens d'écrire? C'était tout à fait troublant. Et ça a été publié dans un recueil universitaire. Derrière Marguerite Yourcenar, il y a Didier Sébilot. C'est drôle. Mais voilà, ils ont vraiment leur place. Ils sont de toute beauté. Vraiment. Sinon, j'en ai écrit une quinzaine et ceux qui sont les plus récents, c'est des livres. Il y en a un qui est assez original, qui s'appelle « Puis-je rester auprès de toi ?» Une histoire un peu à la conte de Perrault, conte de Grimm,
d'un bûcheron, d'une Amazone, d'un ours et d'un brigand qui font équipe sur un chemin initiatique dans la forêt où il leur arrive tout un tas d'aventures. Et ouais, la Belle a quand même quelques problèmes avec. Elle est là pour. Elle vient d'une autre planète. Elle est là pour ramener un homme et elle a quand même du mal à recruter, quoi. Et il faut attendre tout le parcours pour arriver à essayer de comprendre ce que peut être une relation amoureuse. Pourquoi vous avez écrit un roman en alexandrin, en vers? Ah, ça ne tient peut-être pas dans les 20 minutes. C'est un cheminement de chez Chemin de Vie. C'est vrai? C'est une vieille histoire qui date du Moyen-Âge. Il y avait au moment des troubadours une sorte d'accord tacite qui s'est fait entre la poésie et l'amour. Et quand on est amoureux, on se met à faire des vers, et les vers, la poésie, c'est le langage de l'amour. Et dans la cour de l'école, il y a toujours une petite voix qui un peu taquine, qui fait « Ah, la menteuse, elle est amoureuse ». Alors on est dans la bulle amoureuse de la poésie, pouf, et on s'écroule par terre. Et j'aime pas cette incompatibilité d'humeur entre la prose et la poésie. C'est la prose qui chantonne « Ah, la menteuse, elle est amoureuse ». Et donc, petit à petit, j'ai été amené à faire un livre qui s'appelle Les Chassières, où finalement, il y a deux. Les Chassières, c'est l'histoire d'un bébé qui est escapé dans le tsunami de Sri Lanka et qui est recueilli par une famille de pêcheurs. Et puis, cette petite fille à 6 ans, ce bébé, quand il a 6 ans, va voir son père avec une voix un peu triste en disant « Papa, pourquoi est-ce que je suis petite ?»« T'es pas petite, ma chérie, tu vas grandir. » Et puis papa, il prend 2 planches sur la plage et il fait des encoches dedans, ce sont des échasses dont elle ne descendra plus. D'où le titre « Les Chassières ». Mais en même temps, et puis comme elle est un peu branchée avec l'au-delà, foutre le bordel, foutre la pagaille dans l'île, quoi. Hein, et elle peut marcher sur l'eau, voilà. Et en même temps, il y a l'instituteur du village, qui est l'homme instruit, qui lui, dans le tsunami, dans le raz-de-marée, a perdu 3 enfants, et en même temps a partiellement perdu la raison. Et il vient régulièrement sur la place du village rêver la vie de ses enfants en vers. Et ce qui fait que j'ai réussi à mettre dans un livre à la fois une histoire en prose et une histoire en poésie. Mais deux histoires quand même un peu séparées. Parce que lorsque dans le pétrin, on met la levure et le sel au même endroit, la pâte ne monte pas. Il faut mettre la levure dans un coin et le sel dans l'autre. Et là, la pâte peut-être monte. Et donc, j'ai fait un livre comme ça qui était moitié prose, moitié poésie. Et sur le cheminement, j'ai continué en faisant un livre que de poésie. Enfin, en tout cas, que en vers, si ce n'est que de poésie. Oui, voilà. Je crois que c'est rarissime. Et dans Les Passeurs d'amour, par exemple, c'est un livre également de nouvelles, et il y en a qui viennent en vers. Si je laisse aller ma plume, ça sort en vers. Et il y en a qui viennent en prose. Voilà. Et, là, par contre, il ne faut pas arriver. Au bout d'un moment, il ne faut pas tout expliquer. Il faut laisser faire, ça vient tout seul, quoi. Hein. Alors, ça vient tout seul. Ceci dit, les vers, des fois, il faut les travailler, mais des fois, non, ça tombe tout seul. Voilà, je sais pas. Des fois, les sonnets d'Ouessant, j'ai mis 8 jours à les écrire, mais j'ai mis 30 ans à les préparer. Un champignon, ça sort en 2 heures, mais ça met 3-4 ans à pousser. Et donc, vous pouvez avoir des poèmes qui sortent, vous ne savez pas bien d'où, puis plaf, du premier coup, puis vous avez des fois des vers, vous passez 6 mois dessus, vous n'arrivez pas à trouver, et puis paf, ça vient. Donc là, c'est un petit peu alchimique, je dirais, pour dire
on ne sait pas bien ce qui se passe, comment ça se passe dans la mijoteuse à l'intérieur. Mais il faut laisser faire. Je réponds à ta question? Oui, merci. Voilà. En tant que médiateur, et c'est lié tout à fait à la je dirais, création littéraire, j'affectionne tout particulièrement une relation quasi amoureuse avec les mots. Et en tant qu'écrivain, c'est pas rare, mais et dans les conflits, on voit qu'au cœur des conflits entre les gens, il y a leur relation avec les mots et ce que l'on appelle les malentendus. Et donc, c'est tout à fait cohérent, même avec une activité d'écrivain. Alors, tu as deux sortes de lecteurs, parce qu'il y a donc ceux qui lisent tes livres, tel celui que tu viens de dire, puis-je rester auprès de toi. Puis tu en as d'autres ils lisent tes livres à caractère professionnel. Oui. Alors, en fait, tu m'as demandé tout à l'heure, éditeur. Non, j'avais 6 livres et 5 éditeurs différents. Et bon, j'en avais un peu assez à courir après ces gens-là. Et donc, je me suis fait éditeur moi-même. Et puis, en vieillissant, sur mon parcours, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui m'ont énormément aidé. Et un âge où on se sent l'obligation morale, personne ne m'y oblige ou quoi que ce soit, mais de restituer ce qu'on m'a donné, quoi. Quels sont tes thèmes préférés? Mes thèmes préférés. Écoute, je sais pas bien parce que je suis quelqu'un d'extrêmement divers, extrêmement imaginatif, donc je n'ai pas vraiment de. Mais c'est vrai qu'il revient des choses transverses un peu dans tous les livres. Ce qui est le plus important, je ne sais pas s'il faut commencer par le plus important ou terminer par le plus important, mais c'est clairement l'amour. Ah ben ça, c'est un beau thème, ça. Oui, puis enfin, c'est assez répandu, mais pour moi, c'est quand même, il est extrêmement important. Hein, voilà. Mais sinon, de façon plus philosophique, je dirais je suis très concerné par les questions de chemin de vie. C'est-à-dire que les hommes progressent, les hommes évoluent et cheminent au cours de leur vie, et cette notion de chemin de vie est assez fréquente dans ce que j'écris. Voilà. Et il y a une autre idée qui revient fréquemment et qui est issue d'une lecture d'errance que j'avais faite sur. Donc, je ne peux pas donner la référence parce que c'était juste dans une salle d'attente. J'étais tombé sur un livre américain où il y avait une phrase qui disait « Le poisson est dans l'eau comme l'eau est dans le poisson ». Ce qui, pour un breton, c'est Bilot, c'est breton. Hein. Ce qui, pour un breton, est une phrase qui parle. Et ah oui. Donc, je suis concerné par la façon dont les hommes sont dans l'humanité et la façon dont l'humanité est en chacun de nous. Et cette relation est infiniment mystérieuse et on n'a jamais fini de l'illustrer. Mon dernier livre, qui s'appelle La balade des Landaux, traite un peu de ce sujet où les héros sont c'est dans mon quartier, mais totalement imagination. Hein. J'ai pas on peut pas dire c'est un tel ou tel voisin, mais la façon dont le quartier influence la vie des gens et de la façon dont les gens créent leur vie de quartier. Et la relation entre cela, entre la collectivité et chaque individu, est un thème qui revient souvent. Mais j'ai deux choses qui sont transverses dans tout ce que j'écris. C'est que j'aime bien rire. Et donc, il y a toujours une sorte de regard un peu d'humour, un peu. On ne se tape pas sur les cuisses, on ne se plie pas le ventre en deux, mais voilà. Et celui que je suis en train d'écrire s'appelle Le grand humour de ma vie.
Et je ne sais pas si les gens apprécieront, mais moi, ça me fait rire de l'écrire et c'est déjà pas mal. Il faut déjà être bien par soi-même. Alors, Voilà. écoute, le temps va très vite. Oui, Alors, on va demander à Cilia de faire une deuxième lecture et après, tu clôtureras. d'accord. On va justement, Didier, vous parliez d'un de votre thème de prédilection, l'amour. Donc nous avons choisi ensemble ce poème romantique d'une histoire d'amour entre la mer et le rocher. La mer et le rocher. Depuis le fond des temps, la mer et le rocher étaient deux bons amis qui aimaient en jouer. D'une vaguelette chavirante à ses pieds, il faisait rebondir l'écume déviée. Et quand il regardait le soleil et l'azur, elle le réveillait de ses éclaboussures. Mais au cours des siècles, ces deux enfants grandirent, et leurs jeux innocents devinrent souvenirs. Dans un élan d'amour insufflé par les dieux qui l'avaient attendri, lui réputé de pierre, le rocher avança la main vers sa compagne. Mais la mère, le trouvant bête et prétentieux, glissa entre les doigts de son ami d'hier, dont la main resta vide. La côte de Bretagne, depuis ce temps lointain, est un lieu de bataille entre ces deux amants qui toujours se chamaillent. Se rendant compte enfin qu'elle avait fait erreur, que son ami Rocher avait été blessé, et voulant réparer le mal et la douleur dont elle était cause pendant ces jours passés, la mère, frileuse, épousa la roche. La moindre aspérité et se fit toute proche. Cependant rien n'y fit, et le caillou muet ne parla plus jamais à cet amour désuet. Alors, tout doucement, faisant rouler ses hanches, elle pensa séduire enfin ce cœur étanche. D'un bras de mer galant, il fut vite enlacé par la fille experte pour la danse du ventre. Faisant monter ses eaux, elle avança dans l'antre des grottes de la côte pour mieux l'y embrasser. Lui, quelque peu troublé, râlait à ses assauts, mais pour la rejeter et cracher toute l'eau. Vexé par cet affront et cette résistance, la mère ayant trouvé du vent la connivence, ils raillèrent tous deux la face du rocher, qui reçut leur crachin sans même protester. Le vent et l'océan étaient fort mécontents. Ils bâtirent alors des rouleaux déferlants, mais rien n'y fit pourtant. Le rocher immobile resta impassible devant ces malhabiles. Alors de guerre lasse, elle se retira. Elle reviendra bien ou ne reviendra pas. S'inquiétait le rocher blessé, mais amoureux, car lui supportait mal les séparations. Dans le creux de la main, il la retint un peu pour en garder le sel d'évaporation. Et parfois, la falaise, à la face si fière, laisse tomber un bloc, une larme de pierre. Eh bien, écoute, nous arrivons à la fin de notre entretien. Alors, comment Merci, tu Cilia, hein. vois Merci. actuellement te confiner? Est-ce que tu continues à écrire? Est-ce que tu as des espoirs que bientôt on sortira de cette galère? Alors, comme j'ai dit, écrire, c'est pas, ça se commande pas. C'est une pression intérieure qui déverse, et même en prenant de l'âge et en ayant écrit 15 livres, ben, la pression baisse un peu, mais ça continue de sortir, ça continue. Donc oui, je pense que ça va continuer. Je vais continuer à écrire. En revanche, pour ce qui est de la Covid, je pense qu'il y en a pour un moment. On va en sortir, bien évidemment. On va en sortir. Mais en tant qu'académicien, un membre de l'Académie des sciences commerciales, et puis avec mon métier, etc., enfin, je crains quand même qu'on en ait pour quelques années à en sentir les conséquences. Sur un plan économique, c'est évident, on en parle partout, et sur un plan social, je veux dire, la société est profondément secouée par l'arrivée de l'informatique, et la Covid
rebouleverse encore et redistribue les cartes informatiques, de l'informatique, de l'Internet, ce qui fait qu'on arrive, ça c'est le bon côté, à quand même avoir ce salon Lire la Bretagne par Internet interposé. Mais je pense qu'il va y avoir des conséquences beaucoup plus inattendues, beaucoup plus incontrôlées et qui sont un petit peu quand même inquiétantes, même s'il faut faire confiance à l'homme pour se rétablir, mais quand même, ça va remuer, à mon avis. Espoir, il faut toujours avoir de l'espoir. Et ben, je te remercie beaucoup, Didier, du moment qu'on a passé ensemble. Et Merci. puis, Cilia, qui a lu de tes textes. Et alors, ce qu'on en souhaite surtout, c'est que tu sois cet été au Salon Insulaire. C'est signe que ça ira mieux. Ouais, j'espère. Alors, merci Jean-Simon, merci Célia. Merci à vous. Kenavo. Kenavo. Et comme disait Pernod, bon vent. Ouais.